Salut à toi, cher passionné de photographie et d'animaux de compagnie. Ici, tu es sur Clic Clac Podcast, le podcast de l'été où je réponds à tes questions en termes de photographie d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Aujourd'hui, je réponds à une question qui est incontournable à chaque fois que je vous propose de répondre à vos questions. Celle-ci revient à chaque fois. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question de Julie. Julie qui demande quel est le meilleur appareil photo pour débuter en photographie canine. Alors je mentirais de dire que le matériel, on s'en fout complètement parce que c'est pas vrai. C'est pour ça que c'est important qu'on réponde à la question de Julie, mais on verra que c'est loin d'être l'essentiel. Et pour ça, je te renvoie d'ailleurs à mes premiers podcasts. Alors je vais me permettre de répondre un peu plus largement sur le matériel nécessaire entre très gros guillemets et plus largement les accessoires qui sont utiles et pas que en canin d'ailleurs. Bon, si ce programme t'intéresse, c'est parti. Alors on va commencer par parler de l'appareil photo puisque à la base la question de Julie c'est quel appareil photo pour débuter. Alors je vais te parler de mon premier appareil photo. Donc mon premier appareil photo c'était en 2016 et c'était un EOS 770, c'est d'ailleurs lui qui me filme encore aujourd'hui. Et il m'a d'ailleurs suivi jusqu'en 2021 après que je me sois professionnalisée. En 2021, j'ai eu vraiment le besoin de changer de matériel et là je suis passée sur un EOS R qui est un hybride un peu plus professionnel. Donc aujourd'hui, je fais 100% de mes photos avec mon EOS R qui est mon boîtier hybride professionnel, mais j'ai toujours mon bon vieux 760D qui traîne dans le sac à dos parce qu'on ne sait jamais si j'ai une panne ou un problème, j'ai toujours mon petit réflexe de secours. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser en shooting professionnel pour un souci de batterie. J'avais une batterie qui n'était plus lue par l'appareil photo, j'ai eu un défaut de batterie. Et du coup, j'ai dû utiliser mon second boîtier, donc mon 760D lors de ce shooting. Et ça s'est très bien passé et j'ai eu quasiment le même résultat que si j'avais eu mon boîtier professionnel à ce moment-là. Mais on verra pourquoi. Donc pour te donner un ordre d'idée, mon EOS 760D qui est un boîtier un peu entrée milieu de gamme. Alors je crois qu'il n'existe plus, il se fait plus maintenant. Mais à l'époque, il coûtait à peu près, je crois, dans les 350 ou 400 € le boîtier, sans objectif dessus. Mon EOS R, lui, il coûte 2000 € sans objectif. Donc il y a quand même un très très gros écart de prix. Et je vais t'expliquer pourquoi et ce qui fait cette différence et si c'est vraiment important ou pas. Mais avant ça, pour que tu comprennes un petit peu le marché du boîtier, en fait, je vais t'expliquer les différents types de boîtiers que tu peux avoir. Alors, en gros, on a deux catégories vraiment de boîtiers. On a le réflexe et l'hybride aujourd'hui. Tu peux trouver encore des bridges, mais je te déconseille fortement ce genre d'appareil photo parce qu'il embarque beaucoup d'inconvénients pour très peu d'avantages. Tu as aussi l'appareil photo compact. Donc là, tu peux pas changer l'objectif, c'est les tout petits appareils photo. Là aussi, si ton but c'est de t'éclater en photo, c'est pas forcément ce que je te conseille, surtout en animalier. Donc, il nous reste le réflexe et l'hybride. Globalement, visuellement, ces deux appareils photo se ressemblent à quasiment tout point de vue. Il n'y a quasiment aucune différence esthétique entre les deux boîtiers. Ils fonctionnent quasiment pareil. La grosse différence entre ces deux boîtiers, c'est que dans le réflexe, tu as un jeu de miroir qui te renvoie l'image dans le viseur. Donc, quand tu mets l'œil dans le viseur, tu vois exactement ce que tu vois avec tes yeux parce que c'est juste un miroir qui te renvoie l'image. Dans l'hybride, tu n'as plus de système de miroir, c'est un système d'écran. Donc dans ton viseur, c'est un petit écran LCD qui te renvoie ce qu'enregistre ton capteur. Donc tu n'as plus du tout de miroir. Et l'avantage de l'hybride par rapport au réflexe, c'est que du coup, si tu photographies par exemple en mode manuel, tu peux tout de suite voir l'exposition dans ton œil au lieu d'attendre de soit mesurer la lumière, soit regarder après prise de vue ce que donne ta photo. Donc c'est vraiment la grosse différence entre le réflexe et l'hybride, c'est ce que tu vois dans ton viseur, c'est des technologies différentes. Après, il peut y avoir plein d'autres petites différences, mais la grosse c'est celle-ci. Après, l'hybride aussi embarque un avantage qui est assez apprécié, surtout des photographes professionnels, c'est tout ce qui est back-front focus, donc c'est-à-dire que tu peux avoir avec les réflexes certains objectifs, encore une fois ça reste quand même assez rare finalement. Tu peux avoir une sorte de décalage de mise au point quasi systématique sur toutes tes photos. C'est ce qu'on appelle un problème de back-front focus, ça peut se régler, c'est pas un problème rédhibitoire, mais c'est un problème qui ne peut plus exister sur l'hybride, ça peut être un avantage aussi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la grosse différence, c'est que tu vois directement l'effet de tes réglages dans ton viseur avec un hybride, ce que tu ne vois pas avec ton réflexe. Alors,
Je mets un bémol parce qu'il y aura des puristes de la technique et de la photographie qui vont me dire que je mens. Parce qu'en réalité, oui, c'est plus complexe que ça. Ce que tu vois dans ton viseur est une interprétation JPEG de ce que tu photographies. Donc tu as un algorithme qui modifie déjà ce que tu peux voir avec tes yeux parce que tu ne peux pas afficher des données brutes. Donc si tu prends des photos au format RAW, mais là je vais sûrement trop loin pour un débutant, donc ne t'embête pas avec tous ces termes si tu ne les comprends pas aujourd'hui. Mais je dis ça parce qu'il y aura des puristes qui vont m'incendier en commentaire. En effet, si tu photographies au format RAW, ne te fie pas trop à ce que tu vois dans le viseur puisque la réalité sera un peu différente et te laissera plus de possibilités. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ces aspects-là, les puristes seront contents, j'ai fait le petit bémol, mais je veux que ce podcast reste accessible à tout le monde, y compris si tu es un grand débutant de la photographie, donc ne t'embête pas avec ces termes techniques. En photographie d'animaux domestiques, généralement tout va très vite, on maîtrise rarement vraiment ce qui se passe devant nous, donc on a besoin de régler très rapidement l'appareil photo, et en ça, l'hybride peut t'aider et peut être un avantage par rapport au réflexe, puisque tu vois tout de suite l'effet de tes réglages dans ton viseur. Donc tu auras un peu moins de risque de rater tes expositions en hybride qu'en réflexe, surtout quand tu débutes. Après, quand tu as plus d'expérience, réflexe hybride, ça se vaut vraiment. Donc si aujourd'hui tu es débutant en photographie, que tu cherches ton premier boîtier, je partirai plutôt sur l'hybride pour cette raison-là et aussi parce que aujourd'hui l'hybride c'est une norme. Sache aujourd'hui que les constructeurs d'appareils photo, ils se détournent du réflexe, ils ne développent quasiment plus que de l'hybride aujourd'hui. Les réflexes sont un peu laissés à l'abandon, donc si tu veux profiter des nouveaux objectifs qui vont sortir, il vaut mieux passer sur l'hybride. Mais au-delà de cette histoire de réflexe et d'hybride, je te dirais que le meilleur appareil photo pour toi, c'est celui qui rentre dans ton budget, tout simplement. Et il y a finalement très peu de différence entre tous ces boîtiers, vraiment, ils sont tous bons. Et surtout, si tu entends des gens te dire celui-là, il est bon pour le portrait, celui-là, il est bon pour l'animalier, celui-là, il est bon pour le sport, ne les écoute pas. C'est un gros mensonge, ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. N'importe quel appareil photo peut faire n'importe quel type de photo. Je peux prendre mon appareil photo aujourd'hui, même mes deux boîtiers, que ce soit mon réflexe ou mon appareil photo hybride, je peux tous les deux les prendre pour faire du portrait, du paysage, du sport, de la macro, de la photo de coccinelle. Bref, je peux tout faire avec tous mes boîtiers. Après, c'est beaucoup l'objectif qui va t'aider dans certains domaines. Mais n'écoute pas les gens qui te disent cet appareil photo il est mieux pour ci ou ça, c'est de la connerie. Alors en effet, tu as certains boîtiers qui vont monter plus vite en rafale, donc pour du sport c'est un avantage. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de sport si ta rafale elle n'est pas hyper rapide. Donc vraiment ne les écoute pas, prends n'importe quel appareil photo, il fera très très largement l'affaire, surtout si tu débutes. Je vais quand même t'expliquer ces écarts de prix parce que tu vas me dire ouais Natacha t'es bien sympa, mais entre 400 et 2000 euros ou même 5-6 000 euros pour certains boîtiers, il y a forcément une différence. C'est quoi cette différence? Alors oui, il y a des différences, mais tu vas vite comprendre que toi en tant que débutant, c'est pas des différences qui vont faire grand chose pour toi. Une des premières différences, ça va être la taille du capteur. Le capteur, c'est la pièce centrale de ton appareil photo. C'est grâce à lui que tu vas enregistrer la lumière pour la transformer en photo. Donc c'est vraiment cette pièce qui fait tout dans ton appareil photo. Plus le capteur est grand, plus, en règle générale, les puristes, calmez-vous, je sais que c'est pas une règle absolue, mais en général, plus le capteur est grand, plus tu vas faire des meilleures photos, on va dire. Il y a l'âge aussi beaucoup du capteur qui va compter parce que les technologies évoluent très vite. Donc sur les boîtiers que tu vas acheter en entrée milieu de gamme, tu auras souvent des capteurs plus petits, qu'on appelle APS-C, ça va être les capteurs classiques. Et plus tu vas monter en gamme et partir sur des gammes professionnelles, plus tu auras des capteurs dits plein format. Donc là, c'est des plus grands capteurs et du coup qui gèrent mieux les lumières extrêmes. En gros, la différence entre un petit capteur et un très grand capteur, ça va surtout être sur la gestion du bruit et des luminosités, on va dire, un peu extrêmes. Ensuite, tu as aussi la robustesse du boîtier forcément qui va rentrer en compte. En entrée milieu de gamme, tu auras surtout un boîtier un peu plastique et plus tu vas monter en gamme, plus tu auras plutôt du métal, quelque chose de plus robuste et de plus étanche aussi. Tu auras des joints d'étanchéité un peu partout pour éviter de faire rentrer du sable et éventuellement de l'eau dans l'appareil. Quand tu es professionnel, c'est quand même non négligeable parce que tu ne maîtrises pas toujours les conditions dans lesquelles tu vas prendre des photos. Si tu es débutant, tu vois bien que bon, s'il n'est pas forcément 100% étanche, ben juste tu fais attention quand il pleut et puis voilà. Tu as aussi, comme on en a déjà un peu parlé, les rafales. Quand tu vas monter en gamme, souvent tu vas avoir des rafales plus rapides, il va pouvoir te faire plus d'images par seconde. Encore faut-il avoir les cartes mémoire adaptées.
mais ça peut être aussi quelque chose qui va influer le prix. Tu vas avoir tout ce qui est technologie aussi de mise au point, la précision de la mise au point. Tu peux avoir du coup plus de collimateurs. Donc là, certainement que c'est des termes que tu connais pas, mais du coup, t'embête pas trop avec ça. En gros, les collimateurs, c'est le nombre de points sur lesquels tu peux faire un peu tes mises au point, on va dire. Donc plus tu vas monter en gamme, plus tu auras de précision. Mais du coup, ça va aussi complexifier la prise de vue. Il faut le prendre en compte. Et tu peux avoir une multitude d'options plus ou moins importantes. Alors sache aussi qu'entre un boîtier à 2 000 €, un boîtier à 6 000 €, en termes de photos, généralement, tu n'as pas une grande différence. Ça va surtout se jouer sur les technologies vidéo. Donc en tant que photographe, on s'en fout un petit peu. Tu peux avoir aussi tout ce qui est stabilisation du capteur. Enfin voilà, tu as aussi des intelligences embarquées des fois. Bref, tu peux avoir plein de petites options qui sont des conforts, mais qui ne sont pas du tout nécessaires. Il faut que tu prennes quelque chose en compte aussi, c'est que si tu as un beau budget, et tant mieux pour toi, tu peux être tenté de partir sur un boîtier qui va coûter 2 000, 3 000 €. C'est le rêve de tous les photographes d'avoir ce petit bijou. Si tu es un peu geek, je comprends que ça te donne envie, c'est un bel objet brillant, mais tu vas te complexifier la vie. Parce que plus tu vas prendre un appareil photo cher, plus tu auras d'options à gérer, plus la prise de vue sera complexe. Si je prends rien que l'exemple de la mise au point, la mise au point, c'est certainement le plus gros challenge du photographe animalier. Et sur mon US 770, je dois avoir, je crois, une quinzaine de collimateurs. Sur mon US R, je ne sais même pas combien j'en ai, ça se compte en centaines ou en milliers. Et donc, forcément, ça complexifie la prise de vue. J'ai aussi plus d'options à gérer, j'ai moins d'automatisme de base dans mon appareil photo. Tout ça, ça va complexifier tes débuts. Si tu prends un appareil photo trop avancé, eh ben, il va falloir gérer des options plus avancées. Si tu prends un boîtier simple, eh ben, tu te feras la main sur beaucoup moins d'options et ça sera beaucoup plus facile pour toi. Et encore une fois, à conditions lumineuses égales, ils font les mêmes photos. Vraiment, la grosse différence entre un boîtier à 300 balles et un boîtier à 3000 balles, ça va être quand tu vas être dans des conditions très difficiles. Ça va être par exemple si il fait quasiment nuit, tu n'as quasiment pas de lumière, tu n'arriveras pas à faire des photos avec un boîtier entrée de gamme. Un boîtier pro, tu pourras un peu plus gérer. Mais encore faut-il savoir parfaitement régler l'appareil photo, sinon ça ne sert à rien. Par contre, aujourd'hui, je prends mes deux boîtiers avec le même objectif, je fais la même photo dans les mêmes conditions de lumière, c'est-à-dire avec un beau soleil, voilà, j'ai pas de conditions de lumière difficiles, j'ai une belle lumière, tout va bien. Je fais la même photo avec mes deux boîtiers. Il n'y a quasiment aucune différence avec des bonnes conditions de lumière. La différence va se faire, voilà, bon, sur du sportif avec des rafales, en effet, tu auras un peu plus de chances d'avoir des bonnes photos si tu as des grosses rafales. Et ça va se jouer en conditions de lumière difficiles, mais quand tu le sais, ben tu choisis juste les bonnes conditions de lumière pour pas te mettre en difficulté, voilà. On a parlé d'appareil photo, parlons des objectifs. Alors l'objectif, c'est le poste de dépense le plus important. On ne croit pas au début, quand on débute, on se dit le plus important c'est l'appareil photo. Non, le plus important c'est les objectifs, c'est eux qui feront le gros du travail, c'est eux qui feront le gros du rendu de tes photos. Quand tu as une idée de photo en tête, un rendu en tête, si tu n'as pas l'objectif qui va bien, des fois c'est compliqué. Donc si tu as un beau budget, réserve-le pour les objectifs au lieu de tout cramer dans un boîtier. En plus, ton boîtier, il y a plein d'électronique dedans. Au bout de 5 ans, il va tomber en panne. Ton objectif, si tu en prends soin, il peut te tenir 10, 15, 20 ans sans problème. Et il n'y a pas besoin non plus de commencer avec des objectifs qui coûtent 3 000, 4 000 euros. Pour te dire, je me suis professionnalisée, j'avais deux objectifs. J'avais un 50 mm f 1.8 qui coûte moins de 100 euros. Et j'avais mon objectif 15-85 mm, qui est un objectif très standard, très bas de gamme même. Et je faisais mes photos avec ça. Par contre, je choisissais bien mes conditions de lumière. Je ne me mettais pas en difficulté à ce sujet-là. Mais ça m'a suffi à faire mes premiers contrats et mes premières séances photos. Donc, encore une fois, le plus important, ce ne sera pas ton matériel, ce sera est-ce que tu sais l'utiliser. Et c'est très important si tu mets du budget dans un bon appareil photo, mais aussi un peu de budget pour te former, apprendre la photographie, pour savoir maîtriser ton appareil photo, parce que c'est un gâchis d'acheter un bon appareil photo et de ne pas savoir l'utiliser ou de le laisser en tout auto. Si c'est pour faire ça, crois-moi, ne mets pas ton budget dans un appareil photo, prends un smartphone et tu feras les mêmes types de photos. Donc revenons aux objectifs, tu as trois grandes catégories d'objectifs. Tu as d'un côté les grands angles, donc c'est les objectifs généralement qu'on donne en dessous de 50 mm et ils sont très bien pour faire du paysage puisqu'ils te donnent un grand angle de prise de vue.
Tu as ensuite les objectifs qu'on appelle standards, c'est ceux qui sont entre 50 et 85 mm. Ils sont assez polyvalents, ils peuvent faire un peu de paysage, ils peuvent faire du portrait. C'est des objectifs qui sont assez appréciés pour ça parce qu'ils sont un peu passe-partout. Et enfin, tu as les téléobjectifs, c'est tout ce qui est au-dessus de 85 mm. Donc là, c'est les très grands objectifs qui sont plutôt appréciés en sport et en portrait. Les téléobjectifs, c'est aussi très apprécié parce que grâce à eux, tu auras ce joli flou d'arrière-plan. Plus la longueur est longue, plus tu auras de flou derrière tes sujets. Il n'y a pas que ça qui rentre en compte, mais ça fait partie des choses qui vont te faire un joli flou en portrait. Pour la photographie canine et équine, moi je te conseille de partir sur des téléobjectifs. Tu vas surtout photographier en extérieur, donc tu auras de la place. Et surtout avec les chevaux, c'est important d'être sur un téléobjectif pour te tenir à bonne distance. C'est des animaux qui sont très grands, donc il faut être assez loin, il faut garder de la distance, surtout pour ne pas déformer l'animal. Mais le problème des téléobjectifs, c'est que tu peux être vite limité dès que tu veux faire des photos en intérieur, et notamment pour photographier les chats. Moi là, je te conseille plutôt un objectif standard, voire un grand angle. Tu seras moins limité, surtout quand tu peux être dans des espaces un peu étriqués. Tu peux vite être bloqué si tu n'as pas un grand angle. Ensuite, on peut catégoriser les objectifs en deux autres catégories. Tu as d'un côté les zooms et de l'autre les focales fixes. Les zooms, c'est dès que tu peux changer la focale. Par exemple, l'objectif qui me filme là, c'est un 15-85 mm. Donc c'est un zoom. Il peut être à la fois un 15 mm et il peut être un 85 mm si je zoome. Donc il est à la fois grand angle et il est à la fois objectif standard. C'est un avantage des zooms, c'est que c'est assez polyvalent. Tu peux facilement changer de focale. Les focales fixes, eux, il n'y a pas de zoom en fait. Tu ne peux pas changer la focale. Un 50 mm sera toujours un 50 mm. Les zooms sont en général plus chers que les focales fixes, mais ils sont plus polyvalents. Donc des fois, pour un zoom, tu vas devoir acheter plusieurs focales fixes. Donc en termes de prix, ça se mesure. Après, l'avantage des focales fixes, qui fait que c'est très apprécié en portrait surtout, c'est que souvent ils sont ce qu'on dit plus lumineux. En gros, ils vont être capables de faire des bonnes photos même si tu as peu de lumière, contrairement au zoom qui ouvre moins grand en fait. Et en portrait, ils sont appréciés justement parce qu'ils vont faire un peu plus de flou d'arrière-plan parce qu'ils sont plus lumineux. Contrairement aux zooms qui vont donner un flou un peu moins esthétique bien souvent. En termes de qualité aussi, les focales fixes ont tendance à être de meilleure qualité que les zooms parce que forcément les zooms, tu as plein de jeux de lentilles dedans, tu as tout le système pour zoomer, dézoomer. Donc ça en fait un objectif quand même plus complexe, plus lourd aussi, il faut le prendre en compte. C'est souvent ce qui va à l'avantage des focales fixes, mais on perd la polyvalence. Donc ça dépend vraiment après de toi, de ce que tu aimes. Est-ce que tu préfères changer d'objectif ou tout le temps être sur le même objectif et la même focale, ou est-ce que tu aimes changer? Voilà, ça se mesure et c'est très personnel, il n'y a pas de mieux, ça dépend complètement des photographes. Il y a des photographes très, très focales fixes, il y a des photographes qui adorent les zooms. À toi de te faire ta vision des choses. Si tu débutes en photographie et que tu as un petit budget, moi je te conseille un kit, c'est de prendre l'objectif standard, c'est souvent un 18-55 mm. Ça te permet de tester le zoom pour un prix dérisoire. Ça te permet, en plus d'être polyvalent, ça te fait un grand angle et un objectif standard en même temps. Donc tu peux faire du paysage et du portrait avec ce zoom-là et c'est très très bien pour débuter. Et si tu veux commencer un peu à jouer avec des beaux flous, à faire des portraits un peu différents, tu peux prendre le 50 mm f 1.8 qui est un objectif qui est très très peu cher pour une très très bonne qualité. Donc c'est un objectif que tu trouveras autour des 100 € en fonction de la marque. Donc c'est quand même un objectif donné et je te conseille vraiment de partir sur ce genre d'objectif. Si tu as un petit budget, ça te permettra de tester un peu le beau portrait, on va dire, avec cet objectif. Alors comme tout à l'heure, je vais t'expliquer un peu ce qui peut faire la différence entre un objectif à 100 € et un objectif à 10 000 €. Parce que oui, il n'y a pas de limite dans les prix des objectifs, ça monte au prix de ma maison. Le premier paramètre qui est le plus regardé, le plus apprécié des photographes, c'est l'ouverture maximum. Tu auras un chiffre sur tous les objectifs, ça va être soit f/ avec un chiffre, soit 1, 2 points avec un chiffre derrière. Ça, c'est l'ouverture maximum du diaphragme, c'est en gros la luminosité du diaphragme. Plus le chiffre il est petit, plus l'objectif il va être capable de te faire des photos même si tu as peu de lumière.
C'est ce qui explique le gros écart de prix. Par exemple, si tu prends le 70-200, c'est un zoom qui est très réputé d'ailleurs en animalier et en sportif. Il existe en version f4 et il existe en version f2.8 et il y a un très très gros écart de prix entre ces deux objectifs parce que le 2.8, il est beaucoup plus lumineux que le f4. Tu peux avoir des grosses différences aussi en termes de moteur de mise au point. Tu as des mises au point qui sont un peu lentes, qui sont adaptées si tu fais du paysage par exemple ou du portrait assez statique ou du studio par exemple. Dès que tu vas être sur du sportif, dès que tu vas être par exemple sur un animal qui bouge beaucoup, on apprécie quand même d'avoir une bonne mise au point assez réactive pour ne pas louper nos mises au point. Et ça coûte aussi forcément un peu plus cher. Comme pour les boîtiers, tu as aussi la robustesse. Plus tu descends en prix, plus tu auras des objectifs de faible, on va dire, robustesse, avec du plastique, il n'y aura pas forcément de joint d'étanchéité, tu peux avoir du jeu dans les bagues avec le temps. Et à l'inverse, plus tu montes en gamme, plus tu vas être sur des objectifs plutôt métalliques, avec des joints d'étanchéité un peu partout, pour vraiment étanchéiser l'appareil. Et tu vas avoir bien sûr des lentilles aussi de meilleure qualité qui vont te permettre un plus beau piqué, c'est-à-dire que tu auras plus de détails sur tes photos avec un objectif qui va être cher plutôt qu'un peu cher, même si ça ne se vérifie pas toujours. En général, les objectifs haut de gamme montrent une meilleure qualité de photo. Mais si tu débutes, est-ce que tu as besoin d'un objectif qui va te permettre de compter les poils autour de l'œil de ton animal? Voilà, je te pose la question là. Mais en tout cas, si tu pars sur un objectif un peu standard, ne sois pas déçu de la qualité de tes photos parce que sur Insta, on voit des chiens où on peut compter chaque poil du corps du chien. Ton objectif standard, il te permettra sûrement pas de faire ça. Il faut faire un deuil là-dessus et c'est pas grave. Avec le temps, tu acquériras du budget peut-être pour avoir des meilleurs objectifs. Apprends déjà à bien régler ton appareil photo parce que si tu veux un jour avoir des photos où tu comptes les poils de ton chien, eh ben, il faut quand même déjà savoir régler ton appareil photo parce que même avec un bon objectif, tu ne sauras pas le faire si tu ne sais pas bien régler. Alors il y a aussi d'autres options que tu peux trouver sur des objectifs qui expliquent le prix. Tu peux avoir des plages de distance de mise au point avec des aides de mise au point, des butées des fois sur les bagues de mise au point par exemple. Tu peux aussi avoir des options de stabilisation qui nous servent absolument pas en animalier, donc tu t'en fous de la stabilisation en animalier. Mais chose très très importante, si tu vois un objectif qui paraît en tout point super bien, il est lumineux, il a l'air assez robuste, etc. Mais il a un prix vraiment très très bas, vérifie qu'il y a bien un autofocus parce qu'il existe des objectifs qui n'ont pas du tout de mise au point automatique, c'est-à-dire que tu es obligé de tourner la bague de ton appareil photo pour faire la mise au point et ça en animalier c'est rédhibitoire, tu ne peux pas utiliser ce genre d'objectif, c'est quasiment impossible de réussir ces photos en animalier avec une mise au point manuelle, il faut qu'il y ait un moteur d'autofocus dans ton objectif. Autre petit warning, si tu débutes en photographie et que tu cherches tes objectifs favoris, fais attention qu'ils soient compatibles avec ton appareil photo. Tu as ce qu'on appelle des montures sur l'appareil photo et sur l'objectif, il faut qu'ils soient compatibles. Je te donne l'exemple, moi sur mon hybride, je suis en monture RF, donc je dois acheter des objectifs qui sont RF. Tous les autres objectifs, je ne pourrais pas les visser sur mon appareil photo. Si tu es sur un réflexe Canon, tu ne pourras pas mettre du RF dessus, il faudra que tu mettes du EF ou du EF-S. Voilà, donc fais attention à ça en fonction de la marque de ton appareil photo, du modèle d'appareil photo, tu ne peux pas mettre n'importe quel objectif dessus. C'est pas parce que tu es chez Canon que tu achètes un objectif Canon qu'il est compatible. Il faut vraiment que ce soit la même monture. Bon, on a parlé appareil photo, on a parlé objectif, mais il reste quand même un point important, c'est les accessoires. Tu auras besoin de plusieurs petits accessoires, notamment, première chose, des batteries. Il va falloir que tu achètes souvent des batteries supplémentaires si tu veux pas te retrouver en rate de batterie. Il va falloir que tu achètes des cartes mémoire, donc il faut des cartes mémoire suffisamment rapides en écriture pour pas te bloquer dans tes prises de vue. Une valeur sûre, et vraiment ça coûte pas grand chose aujourd'hui les cartes mémoire, je te conseille de partir sur des Extreme Pro, des SanDisk Extreme Pro, c'est une valeur sûre, tu peux y aller les yeux fermés, voilà, cadeau, tu peux prendre cette marque là. Et bien sûr, il faut que tu aies un sac pour transporter ton matériel. Moi, je te conseille vraiment d'investir dans un bon sac à dos de photos, vraiment spécialisé photo. Ne balance pas ton appareil photo dans un sac à main ou je ne sais quoi, c'est un coup à vraiment l'abîmer. Il faut un sac qui soit molletonné,
Si possible, c'est mieux si les coussins ils sont un peu changeables, c'est-à-dire que tu peux vraiment ajuster la taille en fonction du matériel que tu mets dedans pour que ton appareil photo et tes objectifs ne bougent pas dans le sac. Normalement, un bon sac à dos photo, il est molletonné, il protège aussi un petit peu de l'humidité et de la chaleur et surtout, il cale vraiment ton matériel pour qu'il ne bouge plus. Et d'expérience, je te conseille plutôt d'avoir le sac dans le dos plutôt qu'en bandoulière. Après, c'est toi qui vois. J'ai eu longtemps un sac en bandoulière parce que je trouvais ça plus pratique pour sortir l'appareil photo du sac. Mais très vite, je suis passée sur le sac à dos parce que j'avais juste les épaules bousillées. Le sac à dos, c'est quand même un confort. Et n'oublie pas aussi d'acheter un petit kit de nettoyage pour tes objectifs pour pas les abîmer, pas les rayer. Voilà, tu as tous mes conseils pour bien choisir ton matériel si tu débutes en photographie d'animaux domestiques. Tu vois qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre un budget mirobolant. Alors évidemment, la photographie, c'est pas une passion qui coûte peu cher. Malheureusement, on a une passion qui coûte un petit billet quand même. Mais avec 500-600 €, tu peux déjà t'offrir tes premiers appareils photo avec tes premiers objectifs et c'est très bien pour débuter. Et comme je te l'ai dit, j'ai commencé avec un bon vieux matériel, donc c'est mon EOS 760D, mon 50 mm, mon 15-85 mm, donc au total je devais avoir 500-600 € de matériel maximum et je me suis professionnalisée avec ça. Aujourd'hui, j'ai fait évoluer mon appareil photo pour plein de besoins et aussi par rapport à l'esthétique que je veux sur mes photos. Donc maintenant, je fais une bonne partie de mes photos avec un Sigma Art 135 mm. J'utilise aussi un RF 70-200 2.8 qui est mon objectif, on va dire, sportif. Et j'ai toujours mon bon vieux 50 mm qui me sert toujours. Voilà. Et je pense compléter mon matériel bientôt avec un grand angle. Alors je ne sais pas encore lequel, je pense partir sur le 24 mm. Alors n'oublie pas, le matériel c'est bien, mais le maîtriser c'est mieux. Donc si tu as un petit budget pour te former, crois-moi, c'est hyper important. C'est là que tu vas utiliser le plein potentiel de ton appareil photo, sinon c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc je te conseille vraiment d'apprendre à te servir de ton appareil photo, vraiment, pour avoir le bon rendu, parce que c'est pour le mettre en automatique. Encore une fois, utilise ton smartphone, ça sera le même résultat. Et je suis passée par les formations et c'est vraiment là que j'ai appris la photographie, c'est en me formant avec un formateur. Alors tu vas dire je suis biaisée parce que je vends des formations. Oui, certainement que je suis un peu biaisée là-dessus. Tu te feras ta propre opinion, mais de mon expérience, on apprend mieux et on apprend plus vite et on a des bases plus solides si on apprend avec un formateur, avec une méthode de A à Z. C'est pas forcément avec une grosse formation, tu peux aussi prendre des livres. Ça sera déjà très bien de commencer avec des livres qui t'enseignent vraiment une méthode et tu te disperses pas sur YouTube ou sur des blogs qui vont t'apprendre des choses inutiles, qui vont te blinder le cerveau d'informations et tu seras perdu, tu n'auras pas des bases solides. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti une formation qui est gratuite. Tu as le lien en description, ça te donnera déjà un premier repère. C'est vraiment gratuit, hein, vraiment ça ne te coûte rien. Et c'est sur 8 jours, tu as un cours par jour qui se débloque et tu reçois un petit mail chaque jour pour te dire « Hey, tu as ton nouveau cours qui est débloqué et tu as des exercices à faire ». Donc si tu débutes, tu peux déjà t'inscrire à cette formation. Voilà, ça t'engage à rien et au moins ça t'apprend déjà à maîtriser et à comprendre comment fonctionne ton appareil photo et à explorer certaines pistes, on va dire, en photographie d'animaux domestiques. En tout cas, merci Julie pour ta question. Je savais qu'on allait y passer de toute façon sur ces podcasts. Cette question, elle revient tout le temps et je reçois souvent vos messages privés me demandant quel appareil photo choisir. Donc souvent, je vous renvoie à mes vidéos quand vous venez m'envoyer ces questions-là parce que j'y réponds quand même pas mal dans mes vidéos. Même si j'évite de trop parler matériel parce que c'est pas ce qui me passionne et je trouve que c'est pas ce qui est le plus important. Si tu veux des liens vers les matériels que je t'ai présentés, tu as tous les liens en dessous de la vidéo en description. Et si tu veux poser une question pour un des prochains épisodes de podcast, tu as aussi le lien vers le formulaire en description. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Surtout, pense à me dire ce que tu en as pensé en commentaire parce que c'est un nouveau format que je teste cet été et si ça plaît, peut-être que je continuerai. D'ici là, surtout, porte-toi bien, fais plein de photos et salut!